Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au Cyber Show Paris qui ouvre sa seconde édition et s'impose déjà comme un rendez-vous clé de la cybersécurité en France. Ce midi, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Poupard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de DocaPost. Son nom est bien connu dans le monde de la cybersécurité et de la souveraineté numérique aujourd'hui. Ancien directeur général de l'ANSSI, vous avez été au cœur des grandes décisions en matière de protection des infrastructures critiques, de régulation du numérique en France et en Europe. Et aujourd'hui, vous poursuivez un peu votre engagement pour un numérique de confiance et un cloud souverain. Alors, à l'heure actuelle où les entreprises sont concernées par la directrice NIS 2, elles doivent évaluer leurs risques cyber, mettre en place des mesures de protection, de résilience. Mais une question se pose, nos entreprises sont-elles vraiment prêtes ? J'entends ici des échos un petit peu alarmants. Alors, est-ce que vous avez effectivement, en tant que directeur général adjoint de DocaPost, et vous avez aussi promu une offre spécifique, une vision identique ou au contraire peut-être un message un peu plus positif ? Cette directive que j'ai bien connue pour l'avoir un peu portée sur les fonds baptismaux, elle est là c'est un catalyseur. Voilà. C'est pas là pour embêter les gens, c'est pas là pour empêcher l'innovation, c'est vraiment pour pouvoir porter un message, pour pouvoir inciter les acteurs qui sont sensibles. Et donc c'est dans leur intérêt fondamentalement de mieux se protéger. Donc pour les grands acteurs, pour ceux qui ont de belles organisations avec tout ce qu'il faut en termes de RSSI, de DSI et tout ça, je suis plutôt confiant parce que c'est pas la première fois qu'on régule. On a plus de 10 ans maintenant d'histoire de régulation en France et en Europe. Par contre, NIS 2, elle étend très clairement le champ d'application à des acteurs qui sont plus petits, à l'écosystème des grands acteurs, aux collectivités locales, donc à l'administration, au secteur public. Et pour eux, c'est un peu une surprise. Et à chaque fois, le dialogue que j'ai avec eux, c'est mais non, mais c'est trop compliqué à faire, ça va coûter trop cher, donc il faut repousser. Je dis mais non, parce que les attaquants, eux, ils vont pas attendre. Ils vont pas se dire c'est trop cher pour vous, donc on va attendre avant de vous attaquer. Donc fondamentalement, ce qu'il faut, c'est comprendre l'esprit de ces régulations, qui sont assez limpides quand on s'y penche, et voir comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger au mieux, au juste niveau, avec les bons outils. Et c'est là que l'adaptation, quelque part, de ce qui est proposé à ces acteurs doit se faire. Ce qui marche avec EDF, avec la SNCF, avec tous ces grands opérateurs qu'on connaît bien, c'est pas ça qui va marcher avec une collectivité locale ou avec une PME. Et donc le fait de simplifier la cyber, de faire des sortes de packs où on masque la complexité technique et où on fait quand même quelque chose d'efficace, ça c'est un véritable enjeu. Donc nous on joue dans cette cour-là, on a envie d'apporter de telles solutions, on apporte de telles solutions, on a des compétiteurs qui sont également des amis qui font de même, mais c'est très important aujourd'hui de dire que la cyber, elle est plus réservée uniquement à une élite, parce que finalement les attaquants ils s'intéressent à tout le monde. Et vous avez raison de le souligner, il y a des conseils départementaux qui parfois se protègent trop tard et d'autres qui anticipent fort heureusement. Alors dans ce contexte, l'opération Prenez la confiance donc s'impose comme une initiative assez inédite. La Caisse des dépôts, la Croix-Rouge française, cybermalveillance.gouv.fr auquel il faudrait aussi faire un petit coucou et surtout espérer qu'ils aient davantage de budget. L'INRIA, Orange et vous-même, donc DocaPost, avez lancé une grande campagne nationale pour renforcer la confiance numérique des Français. L'objectif, mieux les armer face aux risques en ligne, les sensibiliser aux bonnes pratiques et restaurer cette fameuse confiance dont on parle. Mais finalement, prenez la confiance. Est-ce que c'est pas un peu ces 5 minutes de cerveau des Français que vous espériez capter lorsque vous étiez à la tête de l'ANSSI ? Oui, ça ressemble. L'idée, c'est d'aller jusqu'aux personnes. Je parlais des grands acteurs, je parlais des PME, des collectivités locales, mais voilà, il faut aller jusqu'au bout de la logique et adapter là encore de manière encore différente le message. On a un message de peur qui est facile à porter mais qui est devenu inefficace, parce qu'en fait les gens ont peur aujourd'hui. Dans les études qu'on a fait, les gens nous disent moi le numérique ça me fait peur parce que je sais qu'il y a des attaques, je sais qu'on va me voler ceci, je sais. Donc ça sert à rien de continuer à dire aux gens ayez peur parce que ça c'est fait. Maintenant ce qu'il faut leur dire c'est au contraire prenez confiance et on est dans un monde numérique qui a des dangers mais comme le monde réel d'une certaine manière. Il y a des dangers, il y a des manières de se protéger, de bien se comporter quelque part pour limiter les risques dans ce monde réel. Et cette campagne qu'on est ravis de faire avec les acteurs que vous avez cités, elle est justement là pour dire mais allez-y. Voilà, faire des virements bancaires, mais bien sûr qu'on peut le faire sur Internet et l'échec c'est fini. Et d'ailleurs en termes de sécurité je suis pas sûr que l'échec c'était bien mieux, même si ça peut rassurer certains. Voilà les différentes démarches à faire. Il y a un spot qui est rigolo sur quelqu'un qui doit refaire son permis de conduire.
Oui, on peut aller faire la queue à la préfecture, mais il y a bien mieux, il y a plus efficace, objectivement. Donc voilà, c'est ça le but de cette campagne, qui est qu'une campagne de plus, avec des amis comme Cybermalveillance, qui sont là justement pour porter la bonne parole, et on est ravis d'être avec eux. Voilà, et qui ont lancé une initiative récemment, 17 Cyber, il faut le rappeler. Exactement. Autre sujet brûlant, cher Guillaume, c'est la transposition de NIS 2 dans les États membres. Alors, on l'a rappelé il y a quelques semaines, quelques mois, la mise en œuvre, elle n'est pas homogène et chaque pays adopte sa directive un peu à sa sauce, pour des raisons qui sont un peu parfois historiques. Or, l'Union européenne réfléchit à un grand paquet réglementaire, alors on appelle ça un omnibus, terme assez étrange et abscon, visant à simplifier le tout. Alors, est-ce qu'il ne serait pas un peu le temps d'évaluer le coût de cette bureaucratie qui finit parfois par pénaliser plus qu'elle ne protège? Parce que quand on regarde un grand groupe aujourd'hui, s'il faut à chaque fois prendre en compte justement les différences entre les 27 États membres, ça devient un peu compliqué notre affaire, non? Dans NIS 2, il y a deux. C'est déjà la deuxième version. Non pas que la première ait été un échec, mais le retour d'expérience qu'on a eu sur la mise en œuvre de NIS, c'est qu'elle était très hétérogène d'un État membre à l'autre. Donc pour ceux qui aiment rentrer dans des textes un peu difficiles à lire, si vous comparez NIS et NIS 2, en fait NIS 2 est beaucoup plus homogène et force une homogénéité entre les États membres. Ça reste une directive, ça veut dire que ça va être transposé en droit national, ça veut dire qu'il peut y avoir des variations, mais l'objectif qui était bien celui de tout le monde était d'avoir quelque chose de le plus simple possible. C'est pas simple à faire d'un point de vue technique, ça demande des efforts, mais à minima, je rejoins l'idée, ne pas en rajouter avec de la bureaucratie qui va pas générer de sécurité supplémentaire. Bon, après, sincèrement, dans la mise en œuvre, on va trouver des différences d'un État membre à l'autre. Et puis d'ailleurs, on ne peut même pas préjuger de ce qui va se passer en France vu qu'on n'a pas encore le texte définitif. Mais globalement, il y a bien cette idée d'identifier les mêmes secteurs, d'identifier les mêmes acteurs importants ou essentiels. Donc, et les règles qui vont être essentiellement les mêmes. Donc tout est dans le essentiellement, mais je ne suis pas catastrophiste sur un côté bureaucratique. Je pense qu'au contraire qu'il y a un progrès, mais il faut constamment être très vigilant et se protéger de ces risques bureaucratiques, qui sont plus des risques aujourd'hui qu'une réalité. Alors, chez DeCaposte, vous êtes aussi partie prenante de NumSpot, cette co-entreprise, je le rappelle, qui réunit la Caisse des dépôts, Bouygues Télécom, Dassault Systèmes et donc DeCaposte. Aujourd'hui, tous les acteurs du cloud français se positionnent sur le SecNum Cloud. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a pu observer en cette fin d'année 2024. J'en suis ravi. Cette certification que vous avez contribué donc à lancer et qui couvre maintenant des solutions IaaS, PaaS, SaaS. Mais il y a un hic, la reconnaissance européenne de cette certification. La France veut en faire le standard ultime, le fameux I+, mais au sein de l'UE, le débat fait rage. Est-ce qu'il faudrait justement, on va revenir un petit peu sur cette idée de trouver un terrain d'entente unique autour de l'UICS, plutôt que d'imposer une vision peut-être un peu trop franco-française, qui certes peine à s'imprimer à Bruxelles et qui, au fond, s'impose de manière très naturelle en France? On parlait de NIS 2 juste avant. Il y a eu pas mal de discussions sur NIS 2. Le point de départ, il n'était pas homogène du tout. Et par la discussion, on a réussi à converger. Et on a quelque chose qui est de niveau européen, ce qu'on disait juste avant. Et c'est ça qui en fait la force. Parce que quand on fait de la réglementation, quand on a des démarches au niveau purement national, même dans un grand pays comme la France ou l'Allemagne, c'est trop petit. Il y a un problème économique qui arrive assez vite quand on tire sur le fil. Donc il faut que ce soit fait au niveau européen. Ça fait des années maintenant qu'on parle de certification cloud. Le but de la certification, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, voilà, telle offre, elle propose telle garantie, telle confiance. Parce que c'est compliqué pour un utilisateur, même dans une grande boîte, aller vérifier ce que fait vraiment tel ou tel offreur de solutions de cloud. C'est quasiment impossible parfois, parce qu'il faut ouvrir des boîtes qui ne sont pas proposées à l'ouverture. Donc la certification, elle est là pour ça. Donc on est tous d'accord là-dessus. C'est depuis 2018 quand même qu'on est d'accord là-dessus, le temps passe vite. On est convaincu que le cloud, c'est un sujet qui se prête bien à la certification, parce que c'est un besoin, tout simplement, des utilisateurs. Voilà, moi, je veux un cloud de niveau moyen, je veux un cloud de niveau élevé, je veux un cloud... voilà. Et moi, je ne veux pas me renier, j'ai toujours dit que le fait de dire à tel niveau de sécurité qui est le plus élevé, seul le droit européen doit pouvoir s'appliquer, à l'exclusion de tous les autres droits, américains évidemment, chinois ou autres, c'est quelque chose dont les utilisateurs ont besoin. Cette information, on ne peut pas la cacher, on ne peut pas faire comme si ça n'était pas important. Donc certains parlent de souveraineté, c'est un sujet assez complexe, mais cette information essentielle, comme quoi les données ne vont pas pouvoir tomber sous des juridictions qui ne sont pas européennes, avec tout le problème de sécurité, d'accès à ces données que ça pose,
ça reste pour moi absolument essentiel. Donc vous l'avez rappelé, on n'est pas d'accord au niveau européen. Certains sont prêts, depuis un certain temps déjà, à mettre un voile pudique sur ces problématiques avec nos alliés américains parce qu'il y a d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec la cyber, qui n'ont rien à voir avec le numérique très souvent. Moi je pense que céder là-dessus, ce serait vraiment se renier et quelque part envoyer un message qui ne va pas créer la confiance. Parce que finalement si on se dit oh le cloud, finalement c'est pas très grave, si des gens qui ne sont pas européens peuvent y accéder sans nous le dire, bah, quelque part comment est-ce qu'on va avoir confiance dans le reste? Donc je pense qu'il faut tenir bon, quand bien même on aurait un blocage à l'issue. Alors justement, c'est un débat qui n'est pas forcément technique, mais bien politique. Oui. Politique, on le voit. Alors, Trump, ses décrets présidentiels, donc il est toujours aussi imprévisible et il pourrait paralyser, on va dire, un organisme que peu de gens connaissent, qui s'appelle la Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, c'est un organisme clé pour garantir cette fameuse conformité du cadre de transfert des données entre les États-Unis et l'Europe. Alors, justement, est-ce que notre framework, notre cadre de sécurité n'est-il pas justement en danger à cause de cela? Je vais être très franc. Trump, ça a le mérite d'être clair. Et quelque part, ça m'arrange que les choses soient claires. Pour nous rassurer, pour habiller les choses, pour dire mais vous inquiétez pas, les données certes elles traversent l'Atlantique, certes des gens vont y accéder, mais il y a des mécanismes et tout ça qui vont permettre d'éviter les abus. Moi je n'y crois pas. Et d'ailleurs le Privacy Shield, toute l'histoire qu'on a finalement de ces accords transatlantiques sur les données, qui à chaque fois ont été cassés en justice, et les accords actuels, bon ben là c'est Trump qui les détruit, la justice européenne l'aurait probablement invalidé, enfin tout le monde s'y attend, mais ça, à chaque fois ça prend plusieurs années. Là au moins ça a le mérite d'être clair. Et donc ceux qui veulent y croire, ou ceux qui veulent faire semblant que tout ça est bien géré, eh ben, ils auront plus de mal à le faire, et quelque part moi ça m'arrange en tant que citoyen, parce que ça m'embête que mes données puissent comme ça traverser et ne pas être sécurisées par l'Europe. Donc certains provocateurs disent que Trump c'est le meilleur VRP des solutions de confiance européennes, parce qu'avec lui au moins les choses sont claires. C'est un peu vrai, objectivement. Et ça nous apprend peut-être aussi que les lunettes que les Américains portent ne sont pas forcément les nôtres quand on parle d'alliés, voilà. Alors, pour finir, un détour par Il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, vous savez bien. Absolument. Et pour finir, un détour par la course mondiale à l'intelligence artificielle à quelques jours, j'ai envie de dire, de l'ouverture du sommet. Ces fameux 500 milliards sur la table chez Trump, une approche effectivement qui a été affirmée avec un peu de véhémence, avec dubitatif du côté de chez, on va dire, Musk. Et là, on a vu DeepSeek en Chine et ce qui se passe. Alors, quand on voit un petit peu l'IA à la française qu'on aimerait avoir avec Mistral, et puis surtout, est-ce qu'on a vraiment besoin de moyens démesurés pour y arriver? Qu'est-ce que tout ça peut nous inspirer, en tout cas comme... on va dire, c'est compliqué quand même d'avoir un regard critique aujourd'hui, c'est un peu chaud. Non, mais c'est intéressant ce qui se passe. C'est intéressant et moi ça me rend plutôt optimiste en fait, au-delà des petites polémiques et tout ça qui sont presque anecdotiques. L'IA, notamment l'IA générative, c'est très récent en fait. Et quand on regarde scientifiquement ce qui s'est passé, alors, il y a eu des idées géniales qui ont été mises en œuvre, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Et chaque idée, à chaque fois, a eu des conséquences énormes en termes de résultats. On verra si c'est vrai ou pas, mais qu'une boîte comme DeepSeek ait eu une super idée pour faire beaucoup mieux, quelque part, pour gagner plusieurs ordres de grandeur en termes d'efficacité par de l'algorithmique, moi ça ne me surprend pas vraiment, pour être franc. C'est plutôt des choses qu'on attendait. Et donc, quand vous faites face à un problème, il y a deux manières de l'aborder. Soit vous bourrinez, et 500 milliards, ça s'appelle bourriner, objectivement. Donc je me dis, voilà, moi je suis le plus fort, donc je vais acheter des composants, je vais construire des centrales nucléaires, je vais retourner la planète, et parce que j'ai la capacité à le faire. Je vais creuser des puits de pétrole. Voilà, oui. je vais creuser des puits de pétrole. Ou bien, on réfléchit un peu, on fait de l'algorithmique, on fait des maths, on fait des sciences, et hop, on résout le problème de manière totalement différente, où finalement, ce qui devient limitant, c'est plus le temps de calcul, ou c'est plus forcément la puissance de calcul. Donc on verra. Mais c'est le sens naturel de l'histoire, à mon avis, d'avoir plutôt une amélioration algorithmique. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça permet probablement à l'Europe de re-rentrer dans la course, si elle en a la volonté. Parce que faire des maths, faire de l'algorithmie, tout ça, on sait faire en Europe. Accéder à des données de manière éthique, on sait faire en Europe.
Avoir la puissance de calcul nominale pour le faire, on l'a déjà, objectivement. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, et c'est également une bonne nouvelle pour tous les pays qui sont les oubliés de l'IA. On en parlera beaucoup au sommet d'ailleurs dans quelques jours. Il y a plein de pays qui nous disent, à juste titre, vous êtes en train de nous refaire le même coup que d'habitude avec le cloud, le numérique et tout ça. Il y a un petit club de pays privilégiés qui possèdent la techno, et nous on est condamnés à observer, à consommer, à être quasiment victime de ces nouvelles technos. Donc plus la techno sera démocratisée, plus on fera de l'open source, plus on partagera quelque part cette richesse qui est une richesse collective, et plus on sera fort ensemble. Oui, et l'enjeu au niveau Europe du digital, je rappelle, c'est un peu plus de 2500 milliards d'euros aujourd'hui de dépenses. Merci Guillaume Poupard. Je rappelle, vous êtes le directeur général adjoint de DocPost et puis personnalité émérite dans le domaine de la cyber. Merci pour votre venue. Merci.